Je suis grand parce que j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mani Congo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine et chaque Afropolitain ont des vécus importants qui méritent d'être entendus, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir ces nombreux parcours qui sont inspirants et qui méritent d'être entendus. Alors pour cette mini-série, c'est aux hommes noirs que je donne la parole. Et pour inaugurer cette mini-série, j'ai le plaisir de recevoir Mani Congo, un artiste talentueux. Et avec lui, nous parlerons de ses multiples activités, mais aussi de son rapport à son africanité. Hello Mani. Salut, ça va Mélissa? Ça va bien et toi, comment tu vas? Ça va, merci, tranquille. Merci pour l'invitation surtout. Merci beaucoup d'avoir accepté. En tout cas, ça me fait plaisir. Tu inaugures la première mini-série en fait, où je donne la parole aux hommes noirs et ça fait plaisir. Bah, c'est un plaisir partagé. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es? Bon, bah, moi, je suis Mani Congo, donc artiste surtout. J'ai sorti plusieurs œuvres. En fait, disons que ça fait plusieurs années que j'écris parce que je suis un passionné d'écriture. Quand je dis écrire, c'est des poèmes, des slams, du rap, etc. Donc, avant de me mettre entre guillemets à la lumière, donc je suis passé par beaucoup de phases d'écriture. Et c'est seulement il y a 1 an et demi, 2 ans que j'ai sorti mes premiers morceaux sur YouTube. Donc, je peux dire que ça fait pas très longtemps que je m'expose. Ok, ça fait pas très longtemps, mais je trouve que c'est très beau ce que tu fais. En tout cas, ça parle en effet, ça me parle en tout cas au niveau du contenu, au niveau du contenant. Moi, c'est ce que tu fais honnêtement, je trouve ça vraiment top. Eh ben, merci, c'est gentil. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel petit garçon tu étais, quels étaient tes rêves de petit garçon quand tu étais enfant? Bah, en fait, je pense que ce qui peut me définir, c'est vraiment la conscience. En fait, très jeune, j'ai été un petit garçon très conscient de l'environnement qui m'entourait, des gens, etc. Donc, sachant que je suis né au Congo et que je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, donc le Congo m'a beaucoup marqué et me suit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai mes plus vieux souvenirs datent de quand j'avais 2 ans. Donc ça veut dire de 2 à 5 ans, j'ai été très marqué par le Congo. Et avec mon arrivée en France, justement, ce choc de culture a fait que j'ai gardé en fait le souvenir de tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et en plus, pour parler du Congo, parce qu'en plus, dans ton nom de scène, en fait, tu mentionnes le Congo, Mani Congo. Et du coup, je voulais te demander, en fait, pourquoi tu as choisi ce nom-là et qu'est-ce que Mani Congo, en fait, t'évoque? Quelle est la symbolique, en fait, qui se cache derrière Mani Congo? Bah, c'est pour ça que je disais justement que le Congo me suit partout. Voilà, je vais pas dire malgré moi parce que c'est quelque chose de très conscientisé justement. C'est parce qu'en fait, au-delà même du Congo, je pense que Mani Congo en fait fait référence et résonne pour tout Africain et je pense devrait même résonner pour tout être humain en fait. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup d'histoire, on entend parler d'histoire de diverses histoires d'humanité, mais l'histoire des Africains est mise en avant surtout à travers l'esclavage ou je peux dire des pages sombres et obscures. Et moi, j'ai voulu justement mettre en avant une part de cette histoire positive qui est l'histoire justement des royaumes africains, dont le royaume Congo. Et le roi du royaume Congo se faisait appeler Mweni Congo. Et ensuite, ça a été rebaptisé Mani Congo avec la colonisation, etc. Et pour garder un peu le fil de toute cette histoire, c'est pour ça que j'ai pris comme nom d'artiste Mani Congo, donc le roi du Congo. Je trouve que c'est tellement fort parce que c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vrai que dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, on pense que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'esclavage, la colonisation. Et toi, en fait, tu fais vraiment la promotion de cette part en fait, d'histoire qu'on a tendance à oublier, mais qui est très importante et qui fait de nous ce qu'on est. Et je trouve ça super. Voilà, et même quand je dis que l'humanité devrait justement prendre conscience de ça, c'est pas juste mon ego congolais qui parle en fait, parce que la capitale du royaume Congo, Mbanza Congo, est classée depuis 2017 patrimoine mondial de l'humanité. Donc ça veut dire que peu de gens le savent, et ça veut dire que c'est quand même quelque chose à savoir, parce que le royaume Congo était un royaume très développé, notamment sur le plan des institutions. Il y avait déjà la monarchie constitutionnelle, il y avait le système fédéral. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut mettre aussi en
l'avant. Et si on le fait pas nous-mêmes, je vois pas qui va le faire à notre place en fait. Ouais, tout à fait, tu le fais vraiment très bien. Et pour évoquer justement tes activités, tu as lancé un court-métrage de 13 minutes, si je me trompe pas, qui s'intitule Destin croisé, oui. Qui narre en fait l'histoire de deux destins croisés, en fait, celui de Koubé et puis d'Enzo. Et tu commences les récits avec deux phrases, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Alors, je te cite, tu dis « Certaines personnes croient au hasard, mais moi, je suis plutôt de ceux qui croient en la destinée. C'est vrai, nous ne sommes pas nés sous la même étoile, mais nous sommes tous connectés les uns les autres pour former une chaîne humaine qui parfois se croise et s'entremêle. » Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ce court-métrage et surtout les raisons en fait, qui t'ont poussé à te lancer en fait, dans ce court-métrage? En fait, le truc, c'est que je parle beaucoup et ça ressort beaucoup d'Afrique, mais la vérité, c'est que je suis profondément un humaniste en fait. C'est-à-dire que je pars de l'Afrique justement pour m'ouvrir au reste du monde et j'ai des maximes aussi toutes faites comme ça où je dis justement que le bantou et le gaulois ont beaucoup à échanger sans pourtant que l'un des deux soit obligé de changer. Tout à fait. Donc ça veut dire en fait c'est ce qui a inspiré ce court-métrage, c'est-à-dire que j'ai voulu partir d'une photographie, je dirais pas d'un cliché, mais plutôt d'une photographie, c'est-à-dire le noir pauvre, le blanc riche avec sa vie de château, les deux se croisent et sans forcément spoiler le court-métrage, mais pour dire que cette rencontre en fait va mener vers quelque chose et pour dire que on a tous nos parcours, quelles que soient nos couleurs, nos différences, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, on est tous liés les uns les autres. On ne sait pas qui peut être notre salut, c'est-à-dire qui peut nous aider, qui peut nous sauver, ça peut être la personne qu'on méprise même. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment construire ensemble et se respecter les uns les autres par nos différences et avec nos points communs aussi. Ouais, c'est vraiment fort. En plus, pour moi qui ai regardé le court-métrage, je trouvais ça vraiment fort. En fait, c'est une belle incitation en fait, à la tolérance, au rapprochement, en fait, parce que j'ai l'impression qu'au sein même de la société humaine, il y a pas mal de scissions en fait, qui existent et qu'au final, c'est des scissions qui n'ont pas lieu d'être. Pour parler de ce qu'on connaît, rien que dans la société française, beaucoup de gens vivent dans leur communauté. Après, c'est pas forcément un choix. Ça veut dire qu'en France, le truc, c'est que on ne veut pas des communautés, mais on crée des communautés. Et chacun, en fait, reste, on va dire, quelque part bloqué dans sa communauté et cherche pas forcément à aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors que je pense qu'on a justement plus à y gagner à regarder justement autour parce que là, on fait partie de cette nation française multiculturelle et je pense que c'est une chance. Donc, autant en profiter, en fait. Ouais, c'est vrai que la France est multiculturelle et vraiment ton court-métrage le met bien en avant et ça fait vraiment plaisir. Alors, tu es africain de par tes origines. Tout à fait. Et je voulais te demander justement quand et comment tu as pris conscience de ton africanité, quand et comment tu as pris conscience, en fait, tu t'es conscientisé en fait aux problématiques noires. Justement, étant né au Congo et en étant marqué justement par ce Congo, parce que ce qui s'est passé, c'est que même mon mode de vie en fait au Congo, c'était un mode de vie très familial en fait. J'étais vraiment l'enfant de la famille, donc ça, rien que ça déjà, ça construit et ça nourrit déjà depuis tout petit. Et quand je suis arrivé en France, en fait, c'était le schéma est un peu changé parce que avec entre guillemets ce schéma de papa, maman, appartement, etc. Donc c'est beaucoup plus resserré. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, ce choc de culture en fait a fait que l'Afrique en fait, ma vie en Afrique en fait m'a marqué. Donc du coup, très tôt, j'ai eu conscience, comme je disais déjà dès l'âge de 5 ans, de cette différence entre je viens d'Afrique. J'arrive en France et j'évolue justement en tant qu'Africain d'origine, avec mon identité africaine et en se construisant en tant que Français aussi, donc cette double culture en fait. Donc du coup, j'ai eu très très tôt conscience de mon africanité. D'accord. Et en parlant d'africanité, j'ai aussi constaté qu'il y a beaucoup de personnes noires qui ont un problème avec leur africanité. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Et pour toi, pour quelles raisons en fait, ces personnes-là peuvent avoir des problèmes avec, à reconnaître en fait, leur africanité ? J'apprécie la question parce que pour moi c'est une question vraiment très très importante dans le sens où le problème en fait de l'africanité, c'est pas un problème lié aux Africains, mais c'est un problème lié aux autres en fait, au regard que les autres portent sur les Africains. Et il se trouve que les Africains se construisent sur le regard des autres et non pas sur leur propre regard. Et ça s'explique encore une fois par l'histoire en fait. C'est-à-dire que l'histoire des Africains est une histoire en fait qui a été marquée justement par l'esclavage et qui a été en fait un tournant
pour l'histoire des Africains. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important justement de parler de ce qui s'est passé avant l'esclavage. Mais on ne peut pas nier non plus ce qui s'est passé parce qu'on est marqué aujourd'hui par tout ça, en fait. Ne serait-ce que pour se construire aujourd'hui, quand je dis un Africain, en vrai, c'est un homme noir, parce que ça ne reste pas que dans le domaine des Africains, enfin, ça reste pas qu'au niveau des Africains, puisque que ce soit les Afro-Américains, que ce soit les Antillais de Guadeloupe, de la Réunion, des Dom-Tom, etc. On a tous cette histoire liée à l'esclavage qui fait qu'on est très, très marqué, en fait. Et quand je dis très, très marqué, ça veut dire que ce soit au niveau de la conscience, notre conscience est très marquée, ou même au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, en fait. Donc c'est ce qui ramène justement à un problème par rapport de positionnement par rapport justement à cette africanité. Et si je peux même me permettre de rajouter, j'ai 2 filles et donc qui s'appellent Tia et Niasha. Je leur ai donné des prénoms africains, c'est pas juste parce que ça faisait joli, parce que moi personnellement je trouve que Tia et Niasha c'est joli, après chacun son avis, mais c'est surtout par rapport à la symbolique, en fait. C'est-à-dire que l'identité, en fait, de chaque individu commence par rapport à chaque groupe de population par les prénoms, en fait. Je vais faire une petite dédicace à Éric Zemmour, justement, comprendront ceux qui voudront. Et en fait, pour dire que on peut être français, on peut être asiatique, on peut être ce qu'on veut, tout en gardant justement sa part, ses origines, et en gardant une fierté de ce qu'on est, tout en s'incluant dans une société, en respectant aussi les valeurs de la société dans laquelle on vit. Et donc, pour revenir à mes filles, en fait, ce que je veux dire, c'est que leur prénom, en fait, c'est la marque de leur identité, et justement pour qu'elles sachent très tôt qui elles sont, en fait. Parce que la société, en fait, nous renvoie qui on est et décide de qui on est, et par rapport justement soit à une histoire, soit à un passé, à quelque chose, en fait, des fois qui ne nous correspond même pas. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est bien de se réapproprier justement notre propre identité et de pouvoir évoluer avec et de régler, entre guillemets, ces problèmes d'identité à travers d'abord le prénom ou à travers l'acceptation de soi, en fait. Et je trouve que ta démarche, en fait, elle est doublement forte et doublement intéressante parce que, d'une part, avec ce que tu fais dans le cadre de tes activités, ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Michael Jackson avec le clip Remember the Time. Parce que moi, je pense que comme beaucoup de personnes afrodescendantes, on a grandi avec un inconscient où on pensait que les Égyptiens étaient blancs. Dans la plupart des films, par exemple, le plus célèbre, c'est les 10 commandements de Cécile DeMille. Tous les Égyptiens sont blancs et il y a certains esclaves qu'on voit qui sont noirs. C'est ça. Alors que dans la réalité, c'était l'inverse. Et Michael Jackson, ce qu'il a fait avec Remember the Time, c'est qu'il a rétabli en fait la vérité. On voit que tous les Égyptiens sont noirs, majestueux et tout. Et ce que tu fais en fait avec ta musique et tout, c'est que justement tu essayes en fait de rétablir en fait dans l'inconscient des gens que non, on a une histoire. Notre histoire ne commence pas par l'esclavage ou la colonisation. On était grands et il est possible de le redevenir. Et je trouve ça vraiment fort. Et le deuxième point en fait moi qui me marque, c'est le fait que tu fasses ce travail-là avec tes enfants. Dès le bas âge. Et je trouve ça vraiment fort ce que tu fais parce que c'est vraiment à cet âge-là en fait qu'on se construit et c'est les premières choses en fait qu'on apprend en fait qui marquent, quoi. On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, donc c'est bien beau de prôner des choses si moi-même je les applique pas, en fait. Et par rapport à ce que tu dis en prenant l'exemple de Michael Jackson et tout ça, en fait ce que je pense c'est que c'est important de se positionner justement comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chacun en fait raconte un peu l'histoire qu'il a envie de raconter. Il y a aussi pareil un proverbe qui dit tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront toujours à glorifier le chasseur. Et en fait c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que par rapport à l'Égypte antique, chacun raconte ce qu'il a envie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains scientifiques qui vont nous dire que à partir de certaines dynasties, l'Égypte était blanche. D'autres historiens comme Cheikh Anta Diop qui vont nous dire, qui vont prouver au travers de la science, etc., grâce au carbone 14, que effectivement les Égyptiens antiques étaient noirs, ceux qui ont bâti les premières pyramides. Et ça, en fait, ça montre toute la problématique justement du problème de l'africanité, c'est qu'on est en train quelque part de se battre en fait pour qui a fait quoi, alors qu'en fait c'est l'humain qui a fait tout. Et quand on dit l'humain, il faut savoir que justement les sciences en fait nous ramènent à
à l'idée que les premiers êtres humains étaient noirs en fait. Et ça doit pas être un problème. Et si c'est un problème pour certains, c'est à eux de s'interroger en fait pourquoi ça dérange que les premiers humains soient noirs. Et quand on dit les premiers humains, on parle pas des singes qui sont descendus des arbres. On parle de l'homo sapiens. Et quand on dit l'homo sapiens, il y a l'homme intelligent. Et quand on dit l'homme intelligent, c'est l'homme qui a bâti en fait déjà une société évoluée et qui est parti d'Afrique en étant évoluée. Donc c'est ça qu'il faut remettre, en fait, rétablir. Et comme je dis, quand on parle d'humain, on parle d'humain. Il n'y a pas ça ne doit poser de problème à personne, en fait. Ouais. Parce qu'après, l'être humain a évolué et a formé tous les peuples qu'on connaît aujourd'hui, mais ça reste l'être humain. Et je trouve ça vraiment intéressant le fait que tu te définisses, en fait, d'abord comme un être humain avant de parler de ta négritude. Parce que c'est vrai que du fait encore de l'histoire qu'on a vécue, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se définir d'abord en tant que personne noire avant de se définir en tant qu'être humain. Et je trouve ça fort comme message. Je pense que justement, chaque peuple, ou bien je dirais même chaque humain, a un problème d'aliénation en fait. C'est-à-dire lié justement à ce que les différentes sociétés peuvent inculquer. Et du coup, le fait de se définir en tant qu'humain, c'est aussi s'enlever justement cette aliénation. Ces chaînes justement mentales qui font que, en fait, moi, dans mon parcours, j'ai pris justement très tôt conscience que certes, j'étais africain, mais en restant concentré que sur mon africanité, justement, je pouvais à un moment donné atteindre un certain point et être bloqué jusqu'à ce point-là. En fait, il faut essayer de dépasser aussi à un certain moment donné cette étape de oui, je suis africain, qu'est-ce que je fais de mon africanité et qu'est-ce que je fais avec les autres par rapport à ça. Le but, c'est pas, en fait, je suis pas dans une logique de suprémaciste en disant les noirs sont mieux que les blancs ou que sais-je, en fait. Je suis dans une logique de dire je suis noir, je le dis, je le revendique, ça se voit, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, toi, qui es-tu? Que pouvons-nous faire ensemble, en fait? Voilà. Donc en fait, tu es plus dans une optique de voilà, je sais qui je suis et le fait de savoir qui je suis, ça me permet de mieux rencontrer l'autre sans pour autant avoir comment je pourrais dire ça sans imposer quoi que ce soit. Voilà, sans imposer quoi que ce soit, ou soit avoir... Et si je peux me permettre de te couper, tout en me faisant respecter aussi. Parce que quand je sais qui je suis, l'autre en face va forcément me respecter. Alors que quand je me connais pas, je connais pas mon histoire, l'autre ne me respecte pas non plus. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et en tant que père, justement, quel conseil tu pourrais donner au père ou au futur père, du coup, à ce sujet? Moi, le conseil que je peux donner, c'est justement d'être présent, en fait, dans l'éducation des enfants, parce que c'est... En fait... je vais citer, c'est une phrase un peu, je dirais pas bateau, mais c'est une phrase un peu, en fait facile peut-être, c'est laisse pas traîner ton fils pour pas qu'il glisse. En fait, c'est de NTM, c'est la vérité. En fait, ça veut dire qu'il faut être derrière les enfants, leur donner une éducation, ne pas laisser en fait les autres justement ou la télé ou que sais-je éduquer ses enfants. C'est-à-dire soi-même en prenant conscience des réalités du monde qui nous entoure et en essayant de préserver nos enfants de certains dangers et certains pièges justement que la société nous livre. Et en plus, c'est un conseil qui est criant de vérité parce qu'en plus, comme les parents sont énormément pris par leur travail, les enfants aussi sont pris à l'école, donc c'est vrai qu'on est dans un tourbillon où tout le monde court à gauche, à droite. C'est ça. Et c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est un très bon conseil en tout cas que tu donnes aux futurs parents. Merci. Et du coup, pour revenir à ce que tu fais, la musique, quelles sont tes sources en fait d'inspiration, que ce soit pour composer, écrire, et surtout à quel âge en fait tu t'es décidé que je voulais écrire? Moi, en fait, j'ai grandi donc avec cette double culture, beaucoup avec donc la musique congolaise et aussi avec le rap français. Donc en fait, je peux dire que c'est un mélange de tout ça et surtout même, je dirais, avec le rap français. Donc c'est un mélange, j'ai cité tout à l'heure justement NTM, etc. Même si c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu plus secteur A. Et avec ces phrases de « le savoir est une arme et je sors toujours armé ». Donc c'est des phrases justement, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de reproduire aussi à ma manière. C'est-à-dire qu'il y a des phrases comme ça inspirantes qui peut-être... on ne se rend pas toujours compte, mais peuvent pousser ou peuvent susciter des vocations. Et donc, moi, quelque part, c'est ce qui m'a aidé aussi à me construire et m'a donné aussi envie de motiver, on va dire, les autres pour peut-être aussi avoir justement cette vocation de vouloir s'instruire et de vouloir faire passer des messages à travers justement la musique ou autre chose. D'accord. En tout cas, c'est vraiment fort. Et à quel moment de ta vie, en fait, tu t'es décidé que voilà, la musique, c'est pour moi et je veux me lancer
Comme je disais, moi j'ai écouté beaucoup justement des auteurs à texte, etc. Et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Et après, j'ai eu envie, sans même, en fait c'est un parallèle en fait. C'est-à-dire que déjà de base j'écrivais des poèmes, en même temps j'écoutais aussi des rappeurs, etc., des slammeurs. Donc tout ça faisant, j'ai commencé après à évoluer justement, comme j'ai dit, du slam au texte, au rap, etc. Donc c'est vraiment ça, tout ça, c'est ce cheminement-là qui m'a influencé. Donc je peux dire, s'il fallait fixer un âge, je peux dire vers 15-16 ans réellement, où j'ai commencé vraiment à écrire des textes construits, aboutis à ce niveau-là. D'accord, donc ça a commencé assez tôt et puis tu t'es lancé, tu t'es dit ouais c'est pour moi et... Je me suis jamais vraiment dit c'est pour moi en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a de multiples casquettes justement et du coup je fais, parce que je dessine aussi, donc je fais en fait selon l'envie, selon le moment. Et là ici je me suis retrouvé à un moment où c'est vrai que j'ai été aussi un petit peu poussé en me disant t'as du talent, pourquoi tu te lances pas, etc. Après moi quand je me lance, le truc c'est que j'y vais à fond quoi. Je fais pas les choses à moitié, donc c'est pour ça que là maintenant peut-être je me retrouve face à toi. Ouais, en plus ça se voit quand je prends le temps de regarder vraiment ce que tu fais, on sent que tu mets ton cœur en fait dans ce que tu fais et c'est vraiment beau à voir. Merci. Et lors de la 6e assise des luttes contre l'afrophobie et la négrophobie, qui s'est tenue, je crois, à Marseille le 30 novembre 2019, tu as interprété un slam en fait sur la négrophobie. Et je voulais te demander, en fait, à ton avis, quelles sont les raisons qui expliquent un peu la montée en fait de la négrophobie en Occident. Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi des conséquences en fait de la négrophobie chez les personnes noires? En fait, pour moi, tu parles de montée et j'ai envie juste de rectifier en disant qu'il n'y a pas une montée de la négrophobie. La négrophobie, en fait, elle a été là à partir du moment où il y a eu l'esclavage. C'est-à-dire que c'est là le point de départ et elle n'est jamais partie, elle ne nous a jamais quittés. Et aujourd'hui, on le voit encore à travers... Il y a tout le temps des faits divers qui ressortent comme ça, mais elle est ancrée, en fait, la négrophobie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que l'esclavage, il ne faut pas oublier, c'était un système avant tout économique. Le but de l'esclavage, c'était les pays occidentaux connaissent l'économie qu'ils ont aujourd'hui grâce justement à l'esclavage et ce crime contre l'humanité justement. Et pour moi, c'est très important que les gens aient conscience que la France, pays des droits de l'homme, à un moment donné, a rédigé un livre, un code qui s'appelle le Code noir, où justement il est dit dans ce Code noir que l'homme noir est égal à une table, à une chaise, à un bien meuble. Donc à partir du moment où on a dit ça, et sachant que c'est Louis XIV qui a demandé justement la rédaction de cet ouvrage, à partir du moment où on dit ça, ça remet les choses aussi dans le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était dicté, et sans parler de l'Église catholique, etc., qui utilisait la malédiction de Cam pour dire que pour l'homme... justifier l'esclavage, en disant que l'homme noir était maudit. Donc ça veut dire que là, on parle de religion. On parle d'institutions. Donc au bout d'un moment, c'est pas juste des gens, ou je vais caricaturer, c'est pas juste des blancs qui sont réveillés, ou quand je dis des blancs, ça peut être des blancs, des asiatiques, des arabes, qui sont réveillés à un moment donné en disant l'homme noir ne vaut rien en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail dans les esprits et dans la conscience des noirs, des blancs, de l'humain en fait, tout simplement, pour dénigrer et rabaisser l'homme noir. Et à partir du moment, comme je dis, tout ça n'est pas réellement mis en lumière et en avant pour laver en fait quelque part cette histoire. Taubira a fait ce travail en 2001 ou 2002, je ne me rappelle plus, justement en rééditant le Code noir et en faisant voter justement, en inscrivant plutôt dans la Constitution française que l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité. Donc il y a un travail qui a été fait, donc merci à Madame Taubira, donc il y a un travail qui a été fait et il faut continuer ce travail pour que justement les nouvelles générations ne continuent pas à subir justement ces méfaits qui pourrissent les esprits des gens en fait. Tout à fait, parce que c'est quelque chose de fort en fait. C'est tout un travail qui a été fait, mais qui a été pensé également. Et est-ce que tu pourrais nous parler également des conséquences en fait que la négrophobie a sur les personnes concernées? Les conséquences, je vais prendre un exemple très poignant justement, parce qu'on ne fait pas de lien, de corrélation justement sur ces événements-là. Mais par exemple, il y a Assa Traoré qui est en train de se battre justement pour la justice de son frère qui a été assassiné. Ouais. Et je suis désolé, on aime bien citer les exemples justement des Noirs africains, des Noirs américains qui sont assassinés aux États-Unis en disant c'est horrible, les policiers blancs qui assassinent ces Noirs, etc. Parce que c'est très loin de
nous, enfin, je dis très loin, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, pour faire passer les Américains comme étant des sociétés, une société justement qui tire à tout va sur les Noirs, etc. Mais il y a aussi des crimes qui sont commis en France, justement, et disons que dans les mêmes conditions, on ne sait pas si c'était un blanc, si ça se serait passé de la même manière. Et le fait de le dire, c'est pas de la victimisation ou quoi que ce soit, c'est juste pointer des réalités pour que ce soit pas toujours les mêmes qui se remettent en question. Parce que c'est bien beau de demander, par exemple, à des Noirs de se remettre en question à travers la victimisation, mais au bout d'un moment, dans victimisation, il y a victime. Donc c'est bien beau de mettre les gens face à leurs responsabilités, mais en face aussi, il faut être responsable et se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, dans dans la police française, sur le traitement des individus qui soient d'une autre couleur? Est-ce qu'on les traite de la même manière que les autres pour éviter justement qu'il y ait des gens qui soient tués, assassinés? Il y a l'exemple d'Adama Traoré, mais il y en a plein d'autres. Il y en a tellement. Donc au bout d'un moment, il faut que chacun aussi se remette en question. Et en tant qu'homme noir, est-ce que quand tu vois ça ou quand tu vois ce genre de choses, est-ce que ça te fait peur du coup quand tu vois toutes ces violences policières qui se passent en ce moment? Peur, je dirais pas ça, parce que justement chacun aussi doit se mettre en face de sa réalité. C'est-à-dire que on peut tous à n'importe quel moment vivre n'importe quelle injustice, et pas seulement par rapport à sa couleur de peau ou pas seulement parce qu'on est noir. C'est-à-dire que en facile on va dire blanc, noir, jaune, enfin peu importe, mais qui qu'on soit, aujourd'hui, on peut mourir pour X raisons. Donc, je vais pas, moi, m'arrêter justement qu'à ça, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, un accident domestique, il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc je ne vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il existe tel ou tel méfait. Et en face de ça, il y a aussi des belles choses qui arrivent, que ce soit en France, aux États-Unis, ailleurs, partout dans le monde, qui arrivent et qu'on peut profiter tout simplement de la vie aussi, sans voir que le côté négatif. C'est-à-dire que de base, moi, je suis quelqu'un de très, très, très positif. Après, ça n'empêche pas justement de faire la part des choses et à certains moments, de pousser des coups de gueule ou parler de sujets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, tout à fait. Et honnêtement, je trouve ça vraiment important que tu puisses le mettre en lumière, parce que c'est quelque chose, des fois, quand on en parle, en tout cas en tant que personne noire, on nous prend toujours pour des personnes qui se victimisent, mais je pense que c'est important en tout cas d'en parler. Et en parlant de belles choses, quelles sont les actualités de Mani Congo? Qu'est-ce que tu nous réserves? Vous pouvez taper sur Facebook Mani Congo, MANIKONGO, premier 1 ER. Et pareil sur Instagram. Et après, sur YouTube, c'est Mani Congo officiel. Voilà, et vous trouverez mes clips, voilà, tout ce que j'ai fait. Ah bah c'est top, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast, Mani. Mes deux dernières questions, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais aux Afropolitaines, aux Afropolitains et à toutes les autres personnes qui nous écoutent? J'ai d'abord envie de te remercier justement parce que c'est aussi une marque de confiance, une marque de respect et je dirais même une marque d'amour. Et c'est très important, c'est un peu ce que je prône aussi, c'est-à-dire le vivre ensemble, le partage. Et je pense que ta plateforme justement prône tout ce que je viens de citer. Donc merci pour ça. Et c'est un plaisir de pouvoir justement partager, de pouvoir parler de ces sujets qui sont importants. Et le fait d'avoir justement, comme je dis, une plateforme où on peut s'exprimer comme la tienne, ça fait plaisir et ça donne aussi de la motivation en fait. C'est comme une émulation en fait, c'est-à-dire tu me motives, je te motive, on se motive et voilà quoi. Donc j'invite à tous les Afropolitains justement de continuer à te suivre et donner de la force. Nous on continuera en tout cas à le faire avec plaisir. Merci beaucoup, honnêtement ça me fait vraiment plaisir parce que si tu veux pour dire un peu pourquoi j'ai voulu créer cette mini-série où je donne la parole aux hommes noirs, c'est-à-dire que je suis convaincue d'une chose, c'est que pour que les choses avancent dans notre communauté, on a besoin des femmes, on a aussi besoin des hommes. C'est un travail c'est un travail collectif en fait qui doit vraiment se faire ensemble et c'est pour ça que je me suis dit vu que l'Afropolité c'est un espace que je voulais inclusif, je me suis dit que ce serait important aussi qu'on puisse entendre en fait ce que les hommes noirs ont à nous dire et qu'ensemble on puisse avancer et ça fait plaisir en tout cas de le faire pour la première fois avec toi et d'avoir ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Merci. Si je peux me permettre de rajouter aussi une chose, c'est que justement on parlait d'humanité et quand on dit humanité, ça englobe les hommes et les femmes en fait. Donc on ne peut pas se dissocier. Il y a les hommes, il y a les femmes, mais il y a l'humanité tout simplement quoi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi et au plaisir de revenir. Bien sûr. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt en tout cas pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.
Au revoir.